Bonjour, j'ai réalisé un premier exposé sur Urbatan qui est certainement le meilleur ouvrage qui soit sur la question extraterrestre. Cet ouvrage a été transmis par ceux qui se disent nos pères, les initiateurs du projet Terre et les gardiens de la tradition. Afin de développer les informations qu'ils nous ont transmises, je réalise plusieurs exposés et celui-ci est le premier de la série. J'ai choisi pour ce premier exposé la question des villes souterraines du réseau de l'Agartha. Pourquoi ce choix? Parce que de nombreuses synchronicités m'ont convaincu de la possible existence de nos frères et sœurs intraterrestres bien avant que d'autres synchronicités plus récentes m'aient permis, en compagnie de mon amie Anna, d'aborder la question des extraterrestres ou extradimensionnels, sujet abordé dans Urbatan. Une autre raison est que je pense que ce seront nos frères et sœurs intraterrestres qui se manifesteront en premier lorsque nous serons parvenus à un certain degré d'élévation spirituelle. Avant que je ne vous raconte mes aventures en ce domaine, je voudrais poser cette question que vous vous posez certainement. Ces villes intraterrestres et leurs habitants font-ils partie d'un mythe ou d'une réalité? Cela est-il de la science-fiction ou bien une réalité que nous découvrirons un jour? Malgré toutes les synchronicités et aventures que j'ai pu avoir en ce domaine et que je vais vous raconter, je ne pense pas que nous ayons suffisamment de preuves pour répondre positivement à cette question. On ne peut donc avoir, pour l'instant, qu'une intime conviction de cette possible réalité, et c'est pour vous aider à l'acquérir que je vais vous raconter ces étonnantes synchronicités que j'ai rencontrées au cours de mes 50 années de chercheur dans le domaine de la science, mais aussi dans celui des faits extraordinaires. Bien sûr, je n'ai pas acquis les preuves formelles que nous aimerions avoir, mais j'ai, grâce à ces synchronicités, acquis la conviction de l'existence possible et même probable de ce réseau de villes souterraines qui demeureraient dans des fréquences supérieures à la nôtre, allant de la 5e à la 7e dimension. Tout commença pour moi aux environs des années 70, lorsque je pris conscience pour la première fois d'une possible autre réalité que celle que nous connaissons. Des lectures m'avaient à l'époque ouvert l'esprit à la possible existence d'une ville souterraine nommée Shambhala. C'était, d'après ces lectures, la résidence d'êtres réalisés qui veillaient aux destinées de l'humanité. C'est au travers des écrits de saint Yves d'Alvestre que je pris conscience de cette possible réalité. Saint Yves est un poète et écrivain français né en 1842. Il fut l'ami de Gérard Ancos, plus connu sous le nom de Papus. Saint Yves explique dans ses ouvrages que les sages de Shambhala guident l'humanité par l'intermédiaire d'un gouvernement occulte présidé par un personnage qu'il nomme le roi du monde. Il affirme que Shambhala fait partie d'un réseau de villes souterraines appelé Agartha. Mais à l'époque, je n'en savais guère plus, et peu d'ouvrages traitaient cette question. C'était donc quelque chose d'assez irréel et personne ne parlait encore de dimensions dont les fréquences vibratoires pouvaient être différentes de la nôtre. C'est donc beaucoup plus tard, vers les années 2000 seulement, que je découvris d'autres ouvrages qui allaient m'apporter de sérieuses informations sur cette possible réalité des villes de l'Agartha. 3 tomes de Telos furent publiés dans les années 96 et 2006. J'apprenais au travers de ces 3 ouvrages que la ville de Telos assurait depuis peu la direction administrative du réseau des villes souterraines à la place de Shambhala mineur. Son grand prêtre, Adama, transmettait par l'intermédiaire d'Aurelia Louise Jones des informations sur cette ville souterraine, son rôle, sa localisation et son origine. Selon lui, elle se situerait à quelques kilomètres sous le mont Shasta, qui s'élève le long de la chaîne de feu, sous la forme d'un magnifique volcan éteint, dans la partie nord-ouest des États-Unis, à 400 km au nord de la ville de San Francisco.
Elle aurait été créée avant la disparition du continent lémurien, voici plus de 12 000 ans. Depuis cette époque, elle se serait élevée au niveau de la 5e dimension, dans une densité de matière plus subtile que celle que nous connaissons. Adama précise dans ses ouvrages que les Télosiens ont préservé l'aptitude à revenir dans notre dimension. Bien sûr, je m'interrogeais sur l'existence de cette ville de Télos et je me demandais si les informations transmises par Adama étaient vraies et susceptibles de nous aider à nous élever spirituellement. C'était en tout cas pour moi le plus important. Pour celles et ceux qui ont lu ces ouvrages, vous avez pu constater qu'ils sont empreints d'une grande sagesse et permettent une certaine ouverture d'esprit. Le premier livre de Télos me rappela un autre livre que j'avais lu 20 années précédemment, un ouvrage de Vishar Servé, La Lémurie, continent perdu du Pacifique. Dans cet ouvrage, Vishar parle d'un mystérieux peuple du mont Shasta. Il raconte que d'étranges personnages, grands, gracieux, agiles, bizarrement vêtus, venaient dans certaines villes de la région du mont Shasta afin d'y acheter des marchandises, les payaient avec des pépites ou de la poudre d'or, puis disparaissaient. Il parle aussi dans son ouvrage de rencontres entre des hommes importants de la ville de San Francisco et d'une délégation d'êtres dont la noblesse était inconnue des humains de l'époque. Ce qui fut exprimé au cours de cette rencontre demeura secret, mais d'autres rencontres eurent lieu dans la proximité du mont Shasta avec des hommes vêtus de blanc, aux longs cheveux bouclés, chaussés de sandales, d'allure majestueuse mais ne désirant pas attirer l'attention. Vishar certifie aussi dans son ouvrage que des centaines de personnes ont vu des vaisseaux de forme singulière survoler la région. Ils auraient été vus sur les eaux de l'océan Pacifique, à proximité de la côte. Ainsi, certains faits rapportés dans cet ouvrage semblaient accréditer cette possible existence de Télos. C'est alors qu'une étrange synchronicité se produisit. À l'époque, l'une de nos filles résidait à Washington et nous lui rendions visite 2 à 3 fois chaque année. Alors qu'il était prévu que nous resterions à Washington, elle nous dit avoir obtenu un congé exceptionnel et nous proposer de découvrir ensemble la côte nord-ouest des États-Unis. Nous irions de San Francisco en avion, puis nous louerions une voiture afin de nous rendre à Seattle en explorant sur les 1200 km qui séparent les deux villes les territoires de cette terre de feu avec ses magnifiques et grandioses paysages. En examinant la carte de cette région du nord-ouest des États-Unis, je découvris avec surprise que Mont Shasta se trouvait sur l'itinéraire que nous allions emprunter. Je savais que l'auteur de l'ouvrage Télos résidait dans la ville qui porte le même nom, située au pied de la montagne. Je prenais alors contact avec Aurelia Louise Jones par mail et lui demandais si elle accepterait de nous rencontrer, ce qu'elle fit par retour avec plaisir. Nous étions en juin 2003. Dès notre arrivée au Swiss Hotel, où nous avions une magnifique vue sur le mont Shasta enneigé, je téléphonai à Aurelia, qui nous rejoignit rapidement à notre hôtel. Très à l'aise, elle s'assit en tailleur sur l'un des lits de notre chambre et nous raconta comment, alors qu'elle demeurait dans le Montana, elle reçut sur son ordinateur un message lui demandant de venir s'installer à Mont Shasta. Elle nous raconta comment elle avait patienté de longues années avant de recevoir la première information en provenance de Télos. Nous invitions Aurelia au restaurant proche de l'hôtel afin de partager avec elle le repas du soir et poursuivre la conversation. Elle accepta avec plaisir, nous recommanda l'ascension de la montagne, puis la promenade le long de la rivière McLeod, où elle se rend fréquemment. Nous ne fîmes aucune rencontre particulière, mais nous ressentîmes toute la douceur et l'harmonie de ces lieux, exempts de pollution et d'insectes, ce qui est vraiment agréable. Mont Shasta est un lieu vraiment particulier. J'ai beaucoup voyagé sur presque tous les continents, mais nulle part ailleurs. Je n'ai ressenti une atmosphère aussi sereine et un air aussi pur. Je garde Mont Shasta en mon cœur et je pense parfois à la ville qui se trouve peut-être cachée en son sein.
Je ne vous parlerai pas en détail de Télos. Je vous invite à lire les 3 ouvrages d'Adama pour vous informer. Je vais simplement vous parler d'autres villes du réseau de l'Agartha qu'il m'a été donné de connaître au travers d'ouvrages ou de rencontres insolites. L'une des villes souterraines dont j'ai eu connaissance un peu plus tard se nomme Bohanse. Elle se trouve au Canada sous la ville de Rimouski, située sur la rive droite du Saint-Laurent, à 500 km au nord de Québec. Selon Aïnazé, le responsable de cette cité, Bohanse fut construite il y a environ 38 000 ans. Ce serait la plus jeune des cités qui participèrent à la mise en place de ce qu'il appelle la toile de lumière, en fait, un champ électromagnétique de protection destiné à protéger la vie des êtres vivants lors du passage de la vague systémique. Cette vague vient du cosmos et doit traverser notre système solaire. Il y aurait 56 cités sur les 120 du réseau de l'Agartha qui auraient participé à cette construction. Les veilleurs ont confirmé l'existence de cette vague systémique qui augmente progressivement d'intensité et sera probablement à l'origine de grands changements, mais aussi l'existence d'un champ de protection confirmant les dires de Aïnazé. Une autre ville du réseau de l'Agartha se situerait aussi au Canada. Elle porte le nom de Gobaï. Son porte-parole, Chamaé, dit que la cité comporte 120 000 habitants venant de galaxies lointaines. Il dit venir de Nosarius et recevoir parfois la visite d'êtres venus de Sirius ou d'Orion. Chamaé a transmis par télépathie beaucoup d'informations dans un ouvrage qui porte le nom de Gobaï et que je vous conseille de lire. Voici quelques questions que je me suis posées au sujet de ces cités intraterrestres. Quelles preuves avons-nous de l'existence de ces villes souterraines qui formeraient le réseau de l'Agartha? Les 3 livres, Télos, Gobaï, Bohanse, ne constituent pas des preuves absolues et il faut une certaine foi pour croire en cette existence. Pourtant, vers les années 2012, une nouvelle synchronicité allait m'apporter d'autres informations en me faisant rencontrer Raymond Spinozzi. Raymond me fit découvrir une autre ville du réseau de l'Agartha. Il passa sa vie à parcourir la Provence, en particulier la région du lac de Sainte-Croix. Je le connaissais par l'intermédiaire de l'un de ses amis qui faisait des conférences sur ses travaux. Lorsque je m'installai dans le sud, je pris contact avec lui et il m'invita à une cérémonie en plein air à proximité de la chapelle de Baudinard, juste au-dessus du lac de Sainte-Croix. Une sympathie mutuelle s'établit très vite sur la base des connaissances que nous avions de ces villes souterraines, et Raymond se mit à me parler de l'existence de l'une des cités souterraines qui se trouvent en Provence. Cette cité serait habitée par des êtres issus de l'antique Lémurie, comme le serait Télos. Raymond me présenta sur son téléphone portable une photo d'un engin volant au-dessus du lac Sainte-Croix et une petite vidéo à l'intérieur de la cité intraterrestre nommée Androsmeda. Je n'ai pas osé lui en demander une copie et ne peux donc certifier l'authenticité de ces documents. Mais pour moi, qui suis sensible aux synchronicités de la vie, au même titre que Philippe Liman, physicien qui fit une thèse sur cette question et écrivit un certain nombre d'ouvrages, je m'interroge sur les informations nombreuses et variées que j'ai reçues depuis de nombreuses années sur ce réseau de villes souterraines. Cela me permet de vous en parler aujourd'hui, même si je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi ces êtres qui habiteraient des galaxies lointaines, dans des endroits certainement plus attrayants que le ventre de notre planète, seraient venus jusqu'ici et y demeureraient depuis des milliers d'années. Chamaé et Aïnazé répondent à cette question dans les ouvrages qu'ils ont transmis par l'intermédiaire de Didier Wagner que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ils nous disent qu'ils sont venus sur notre planète à la demande des sages de notre univers pour construire, avec 54 autres cités intraterrestres, des infrastructures capables de créer un champ électromagnétique de protection pour notre planète. En effet, selon eux, l'univers électrique, tel que décrit par certains de nos astrophysiciens, est une réalité. À la page 49 de Gobaï, Chamaé parle, comme j'en parle moi-même dans mes ouvrages,
de microélectrons. En effet, comme il l'explique, une surtension dans le circuit électrique cosmique est en train de se produire. Il parle de vagues systémiques, et sans le champ de protection, dit-il, mis en fonction le 31 décembre 2011, aucun être vivant sur notre planète ne survivrait. Il est facile de comprendre que si l'espace est composé de particules compressibles, comme je le démontre dans mes ouvrages, l'explosion d'une supernovae produit une vague au sein du milieu cosmique, et cette vague correspond à une surtension du courant électrique cosmique. Donc, rien d'étonnant à ce que nous puissions subir le passage d'une vague systémique. Les veilleurs nous informent dans Urbatan que ce passage est en cours. Nous avons quelques preuves scientifiques de ce passage. La résonance de Schumann, qui mesure le pouls de la Terre, a été durant longtemps de 7,8 par seconde. Elle est en constante augmentation et atteindrait aujourd'hui des pics à 28 Hz. Un autre phénomène a été observé, celui du déplacement du nord magnétique, au point que de nombreuses cartes pour l'atterrissage des avions ont dû être modifiées. Il semble donc qu'il y ait des preuves sérieuses des modifications de l'électromagnétisme terrestre. Une autre question que certains se posent et que j'ai posée aux veilleurs dans Urbatan, elle est la suivante. Pourquoi ces frères et sœurs intraterrestres, s'ils existent, ne nous contactent-ils pas et ne nous apportent-ils pas des preuves formelles de leur présence? Les veilleurs nous disent que le temps n'est pas encore venu et que tout dépendra du comportement des humains qui ont leur devenir entre les mains. Je sais, de mon côté, que l'humanité vit depuis un certain nombre de millénaires une expérience unique qui se base sur 3 critères. L'oubli à notre naissance de toutes nos expériences antérieures. Le libre arbitre qui donne la possibilité à certains êtres d'en asservir d'autres et à ceux-ci le droit de se laisser asservir et hypnotiser par les leurs qui leur sont proposés. Enfin, le 3e critère est l'interdiction qu'ont nos frères et sœurs de l'espace, extradimensionnels ou intraterrestres, de nous contacter tant que cette expérience ne sera pas à son terme. Voilà donc les raisons de notre isolement. Cette question, j'en ai longuement débattu avec les veilleurs dans Urbatan et avec Bob Belanca de BTLV lors de mon interview en compagnie d'Anna Caranta. Voici la réponse des veilleurs au sujet du continent intérieur et des villes de l'Agartha. Nous confirmons que la Terre est loin d'être complètement explorée, notamment dans ses profondeurs. Il existe, outre des ouvertures polaires, des portes d'accès protégées par des barrières magnétiques et des communautés d'êtres y vivant. Ainsi, les veilleurs confirment-ils l'existence de ce réseau de villes souterraines dont ils donnent d'ailleurs les noms à un autre endroit de l'ouvrage, Shambhala, Shangri-La, Chandu devenu Xanadu, Ashgar, Tulé. Ainsi, avec les noms que je vous ai révélés, Telos, Androsmeda, Gobai, Borans, avez-vous de quoi réfléchir et vous forger une conviction. Voilà ce que je peux vous rapporter sur ce qui, dans ma vie, m'a conduit à penser que nos frères et sœurs intraterrestres issus de civilisations anciennes comme l'Hyperborée, la Lémurie et l'Atlantide, mais aussi de galaxies lointaines, sont des réalités et qu'ils sont disposés à nous aider à nous élever spirituellement, à condition bien sûr que nous devenions des êtres pacifiques. C'est tout l'enjeu de cette période si particulière que nous vivons et qui est si bien décrite par les veilleurs dans Urbatan. Pour moi, Urbatan est un ouvrage fondamental. Je vous invite à en parler et à le faire connaître. Il peut apporter du réconfort et l'espérance en un monde meilleur que celui que nous connaissons. Cette période est vraiment importante et conditionne notre avenir qui peut être brillant si nous savons prendre la bonne ligne temporelle. Elle sera par contre catastrophique si nous ne nous éveillons pas aux qualités de cœur que j'évoquerai lors de mon prochain exposé. Faites connaître ces exposés à vos amis, j'en publierai un par mois au cours de 2023. Ces exposés seront publiés sur YouTube. Vous pouvez le dire à vos amis qui peuvent donc se connecter sur YouTube pour les écouter. Soyez tous et toutes confiants dans votre avenir qui peut vraiment
être lumineux.